Ça fait un moment que j'habite Nice, mais je me souviens plus ce que c'était comme boutique avant en fait. Avant que je prenne l'atelier, Ouais. il n'y avait pas d'activité, c'était un local, un dépôt D'accord. dans la rue qui n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Oui, oui, ça je me souviens. Ça fait 15 ans que j'ai l'atelier maintenant, un peu plus même. D'accord. Je travaille le bois comme un ébéniste classique, sauf que je me suis plus orienté sur la restauration de meubles anciens. On fait vraiment de l'entretien de patrimoine mobilier. Alors là, je restaure une commode ancienne, hein, qui est Louis XVI, qui est 18e. Il y a tout à reprendre, le plateau a été presque revu déjà. Il faut la traiter, il faut refaire la finition. Puis c'est surtout une commode qui va être sauvée parce qu'elle a plus de 3 siècles. Et là, si quelqu'un ne l'avait pas acheté pour la remettre d'aplomb, Elle mourrait. ouais, elle aurait fini. Il peut y avoir 10 heures de travail comme 50 heures. Ah ouais. Ça dépend si c'est un meuble en massif, si c'est un meuble qui est plaqué. Je suis pas trop élitiste, j'aime bien les meubles anciens de qualité, Ouais. mais bon, je peux aussi recoller une chaise, ça me gêne pas, ou faire un petit meuble en stratifié, Oui, d'accord. bidouillé. Je suis pas forcément élitiste, même si Oui. c'est vrai que c'est très agréable de travailler sur une belle pièce. Comme si, ceux qui aiment les instruments de musique, ou les motos, ou les voitures, Oui, je ou les comprends. les vieux bâtiments. On n'utilise que des techniques, le plus possible de techniques qu'ils utilisaient à l'époque. Voilà. Donc il y a de la recherche historique quand même un peu pour retrouver. Il y a de la connaissance. C'est Ouais, ça, je il y a de connais la connaissance. Ouais, la façon dont on construisait les meubles de manière traditionnelle. C'est vrai que quand on rentre un meuble, on passe entre 10 et 30 minutes autour à le regarder, dedans, dessus, dessous, partout, pour savoir ce qu'on va faire vraiment. En restauration, on est obligé de toucher un peu à tout ce qui a trait aux meubles anciens, quand on va être restaurateur. Savoir faire du tour à bois, savoir faire de la marqueterie, savoir faire du bois massif, savoir travailler le plaquage, parce que la marqueterie et le plaquage, c'est pas forcément la même chose. Savoir faire le vernis, la sculpture aussi. En général, les meubles estampillés sont un gage de qualité, parce qu'un ébéniste qui se permettait d'estampiller son meuble, en général, c'est que... Il faisait du beau. Oui, il y avait plusieurs artisans qui travaillaient sur une pièce, c'était un superbe travail, c'était tout fait à la main. Moi, j'avais un père ébéniste, déjà, donc ça aide. Hein. Je le voyais pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs quand j'étais tout gamin. Parce qu'il bossait beaucoup à cette époque, c'est ça que tu disais. Oui, il bossait beaucoup, puis il y a eu des soucis familiaux, donc après il s'est éloigné. Il a fait beaucoup de un peu de charpente de marine aussi, et je l'ai aidé à restaurer un bateau pendant 5 ans. Moi, le terrain de jeu, c'était des machines, des bouts de bois que j'empilais, que je clouais. Puis je pense qu'il y a des choses qui se transmettent. Oui, voilà, forcément, je me suis lancé sur le tard, hein. Je me suis lancé à 25 ans à peu près. Donc j'ai repris les études CAP, etc. Et puis après, on apprend en atelier. Il y a des grandes écoles aussi aujourd'hui, des grandes écoles d'ébénisterie, de restauration surtout. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être restaurateur de meubles. J'allais dire à mon époque, mais même, c'est terrible. Hein. Mais on pouvait apprendre ça en atelier. Aujourd'hui, il faut un bac plus 3 pour être restaurateur de meubles. D'accord. Parce que le patrimoine, il y a eu beaucoup de bêtises de fait, beaucoup de meubles un peu sacrifiés, mal restaurés. Donc maintenant, c'est plus cadré, quoi. C'est beaucoup plus sérieux. Et alors, vous vous considérez comme un artiste ou un artisan ? Artisan. Un artiste, je sais pas, j'aimerais bien être un artiste. Hein. J'aimerais bien me dire, tiens... Moi, je trouve qu'il y a un petit côté artistique. En fait, le bois. En fait, on dit c'est de l'artisanat d'art. L'artisanat d'art, voilà. C'est vrai, le terme est plus juste. Quand je dis que j'aimerais bien être un artiste, c'est dans le sens très libre, sans contrainte, voilà. L'artisan, on a beaucoup de contraintes. Hein. T'étais venu à faire ça sur le tard avant, t'as fait un autre métier ou J'étais plus dans le commerce, D'accord. Ouais. Je gérais du personnel et tout. Ah oui, carrément, oui. Ah, c'est sûr que je serais très malheureux de travailler autour de beaucoup de gens très animés. Puis il y avait trop d'argent. Trop d'argent. Si j'avais été un ébéniste traditionnel, je faisais que ça. Donc j'aurais des machines qui tourneraient toute la journée. Il y aurait certainement eu des gens qui s'en seraient plaints. On n'a pas le droit d'être artisan en centre-ville aujourd'hui. Parce que j'ai des produits chimiques, j'ai du bois dans le jardin, dehors, puis des nuisances sonores.
Il faut se dire que c'est des copines, les machines. Et les utiliser. Bien. Et il faut les respecter et se faire respecter. Mais il faut toujours les craindre. Ça, c'est pour la sculpture. Voilà, avec un petit marteau spécifique, hein, qu'on tient comme ça. Ça a été les premiers outils que tu as achetés, non? Ou... Bah, ça, je les ai achetés petit à petit parce que c'est très cher. Ça coûte très cher. Ouais. Un outil comme ça, ça vaut 80, 90 euros. Ça, c'est des burins. C'est plus pour les petits détails ou pour le laiton, si on veut graver un peu le laiton. C'est une semi-varlope, le deuxième. Ça, c'est un guillaume. C'est un rabot bien spécifique, très fin, mais où la lame arrive des deux côtés. Rabot à dents, bon, c'est une lame avec des petites dents, une lame très droite, parce qu'en moment on a un angle bien spécifique. Là, un angle très droit, et c'est fait pour... C'est pour faire des rainures de dents. Oui, c'est pour, exactement, qu'il y ait une meilleure accroche, parce qu'avant, la colle blanche, comme on connaît, n'existait pas. Avant, il n'existait que de la colle chaude. Alors la colle chaude, c'est de l'os. De l'os? Et du nerf. Ça existe depuis l'Antiquité. Et pour que si les surfaces sont lisses, on n'a pas une très bonne adhésion. Mais il faut que les surfaces soient crantées. Donc c'est pour ça que le rabot bois de boue était très, très utilisé pour les collages de plaquage, etc. Ça, c'est du nerf en poudre. D'accord. Ça, c'est de l'os. Si on met un peu d'eau dedans, de suite, ça se ramollit et ça colle. Et après, voilà, pour un peu d'ouvrage, ça, c'est une scie à plaquage, un trusquin pour faire des tracés. Parce que beaucoup de meubles, avant, on mettait des bois bon marché dessous, et par-dessus, on plaquait du bois, des essences fines. Ça, c'est un tarabisco. En plus, c'est des noms, je trouve, rigolos, quoi. Tous les noms, là, ça t'as dit que c'était un trusquin, un tarabisco. Ça, c'est le réflexe de l'ébéniste. Hein, parce que c'est régulièrement qu'on se blesse. Ouais. Les filles me prennent pour un héros parce que j'arrive avec des pansements, comme si je rentrais du front. Et alors, on a vu que tu avais une autre corde à ton arc, c'est que tu fais des baguettes magiques. Oui. Alors ça... C'est assez bien perçu, les gens ils voient vraiment l'objet comme quelque chose de positif. Comme j'ai mon savoir-faire de restaurateur, je connais les bois bien sûr, mais je sais aussi les patiner, je sais leur donner une couleur, des nuances, je sais ce qui va bien aller avec telle ou telle essence. Ouais. Donc je m'amuse vraiment. Il y a du bois que je coupe en montagne, que je stocke, et il y a du bois que j'achète. Le satiné rouge, c'est un bois exotique qui était très très utilisé au XVIIIe siècle, justement en plaquage, en marqueterie. Ça, c'est du bois de violette. Du bois de violette? Oui, donc c'est pas la fleur. Oui, je me doute. Et donc là, il y a un sertissage avec une pièce en laiton ancienne, un peu travaillée, qui est jolie. C'est un travail de tour à bois et là de chantournage. Là, on a une association avec une pierre dure, un marbre. Mes préférés, c'est les modèles simples, comme ça, de base. Voilà, en buis, par exemple, toute simple. Elle n'a même pas été polie, celle-ci, elle est poncée. C'est naturel, juste poncée, ça. Ouais, finement. C'est lisse, Là, c'est la même en buis, mais polie. Ça, c'est du cyprès, là, on a du buis. C'est impossible de le faire avec une machine. D'accord. Ou alors, si, des baguettes tournées comme ça. J'ai ouvert l'atelier en 2001 et comme j'avais pignon sur rue, il fallait que je mette des trucs en vitrine. Moi je mettais des rabots, des bouts de bois. Hein. Puis j'écoutais beaucoup un chanteur qui parlait de baguettes magiques dans une chanson. Et je pense que c'est ça, plus Harry Potter qui sortait, donc ça m'a fait un peu le déclic et j'en ai fait une pour m'amuser et elle est restée une semaine. Donc ça marche bien la baguette magique. Ça va dans quel sens? Bah. Dans le sens. Je marque un petit mot avec, je dis vous êtes en possession d'une baguette magique, mais je dis qu'on n'a aucune responsabilité sur l'usage. C'est ce qui peut arriver. Voilà. Chez moi, il n'y a jamais eu des meubles d'époque, des beaux meubles anciens, alors que ça m'a toujours attiré. Et ouais, mais c'est difficile de savoir qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Ça, c'est difficile parce que je pense que des fois, ça nous dépasse un peu, quoi.